À la suite de la mort de leur mère, leur pilier et leur repère, les 11 frères et sœurs Lafleur, âgés de 7 à 23 ans, luttent pour rester unis face à l'adversité. Pour certains, le trafic de drogue semble être la seule issue. Ce choix, loin de faire l'unanimité, met à rude épreuve la force des liens familiaux. Tout était réuni pour que je déteste cette série. Tout. À l'origine du projet, tu as Éric Rochant et sa fille Capucine, père et fille, deux hexagonaux, pas du tout habitués à nos territoires. Éric Rochant, c'est le créateur du Bureau des légendes sur Canal+, et le voilà qui cherche un décor différent et coloré pour poser son thriller sur le trafic de drogue. Une production hexagonale donc, et on sait, nous, ce que ça donne d'habitude quand l'hexagone se penche sur nos territoires. On a vu passer assez de téléfilms de France Télé tournés aux Antilles pour savoir à quoi s'attendre. Inédit. Marie-Galante, ce n'est pas qu'une destination de vacances. Commandant Léopold Lacarrière, qu'est-ce que tu vas faire à Marie-Galante? Envie de revoir la famille, les racines. On a trouvé un noyé à la mare aux ponches. Marie-Galante, c'est surtout une île emplie de mystères. La plage Massacre porte bien son nom. Quand un ancien flic reprend du service, Je constate que Radio Cocotier marche toujours aussi bien. c'est qu'il a une bonne raison de faire justice. Votre fille, elle a disparu? S'il te plaît, retrouve-le avant qu'il ne lui arrive malheur. Inédit. Pascal Légitimus, enquête en terre paradisiaque, samedi à 21h05 sur France 3. En général, décor de carte postale, le créole qui est absent, les personnages antillais en figuration autour d'un héros blanc parisien en vacances. Et en plus de ça, le premier gros projet Netflix tourné chez nous, qui met en avant le vécu antillais, c'est une série sur les gangs, les règlements de compte et la cocaïne. Franchement, au moment où le projet a été annoncé, je partais pas confiant. Je partais même assez méfiant pour être très honnête. Et je me disais, voilà, ça recommence. On va encore être réduit à un truc qu'on n'a pas choisi. Et pourtant, j'ai aimé Bandit. Alors aujourd'hui, on va prendre le temps, on va décortiquer ça ensemble, ce qui marche, ce qui cloche, ce que ça dit de nous, ce que ça dit de la représentation antillaise en 2026, et surtout pourquoi cette série, malgré ses défauts, est un bel événement qu'il faut regarder de près. Donc installez-vous, c'est parti. Bandit est mis en ligne le 9 avril 2026 sur Netflix. C'est une série de 8 épisodes. D'abord, c'est pas techniquement la première série martiniquaise originale Netflix. Il est plus juste de parler de la première fiction Netflix de cette ampleur tournée quasi exclusivement en Martinique, avec une présence très forte d'acteurs, de techniciens et de plumes locales. Nuance importante. Mais peu importe la formule exacte, sur le plan symbolique et industriel, c'est un événement. Cet événement s'est accompagné de chiffres qui ont fait parler. Sur la semaine du 6 au 12 avril 2026, Bandit a occupé la 6e place du top 10 mondial des séries non anglophones de Netflix, avec 2,1 millions de vues. Dans les classements des pays à la sortie, elle est numéro 1 en Martinique et en Guadeloupe, ainsi qu'aux Bahamas, 2e en Jamaïque, 3e en République dominicaine, 5e au Panama, 6e au Nigeria, 8e au Portugal, 9e en Argentine, 10e au Brésil. Caraïbes, Amérique du Sud, Amérique centrale, Afrique de l'Ouest, Europe du Sud, c'est littéralement une cartographie des mondes créoles, des mondes lusophones, hispanophones, des diasporas africaines. Bandit a résonné exactement là où l'histoire coloniale a tissé des liens. Et c'est pas un hasard, ça raconte quelque chose de profond sur ce que les gens reconnaissent dans cette série, sur ce qui fait écho. Et ce succès prend encore plus de relief quand on se rappelle à quel point l'écosystème cinématographique martiniquais est fragile. En 2021, le réalisateur Gilles Servan décrivait encore la Martinique comme à la traîne en matière cinématographique. On n'a pas un système de production, de distribution, de formation comme en Hexagone ou dans d'autres territoires caribéens. Et pourtant, quand une fenêtre s'ouvre, les chiffres montrent qu'il y a un public mondial qui nous attend. Donc peu importe ce qu'on va penser de la série sur le fond dans les prochaines minutes, et il y a des choses à dire, il faut démarrer la conversation en ayant ça en tête. On parle d'un succès massif, international, pour un projet tourné pour une petite île aux Antilles. Avant Bandit, il n'y avait pas ce niveau de répercussion, ce niveau de visibilité. Alors maintenant qu'on a posé le décor, rentrons dans le vif. Alors, je commence par ça parce que c'était ma plus grosse crainte, c'est la présence du créole. Ma peur numéro 1, avant même de lancer l'épisode, c'était qu'on édulcore, qu'on gomme le créole, qu'on rende le truc digeste pour le public francophone hexagonal, comme si nos langues étaient un obstacle à franchir au lieu d'un élément constitutif de qui on est. Et là, non, la série, elle assume quand même le créole. Elle n'est pas 100% en créole, mais il y a de nombreuses scènes en créole martiniquais dans Bandit. Et je parle pas de deux, trois mots balancés pour faire couleur locale. Bon, il y en a aussi. Mais non, je parle de scènes entières, des moments importants de l'intrigue qui se jouent dans des discussions en créole.
notamment une scène entre Shere Khan et sa mère, tournée intégralement en créole, mais jouée telle qu'elle se serait jouée dans la vraie vie, entre une mère martiniquaise et son fils martiniquais. Et ce qui est important, et ce qu'il faut saluer, c'est la méthode de travail derrière ces scènes. D'après les témoignages recueillis dans la presse locale et dans certaines vidéos, les acteurs ont été activement encouragés à modifier les tournures, à s'approprier les dialogues, et certaines scènes ont basculé en créole. On a eu des séances de lecture et ces séances de lecture, en fait, c'était un petit peu pour ramener le texte à notre façon de parler de tous les jours. Donc, c'est vrai qu'on ne pouvait pas trop changer et mettre du créole là où on voulait, mais on avait cette liberté de quand vraiment on sent que c'est en créole qu'on aurait dit telle chose, on nous laissait et ça, c'était vraiment un truc que j'ai apprécié. C'est-à-dire que le créole n'a pas été parachuté d'en haut par des scénaristes parisiens, il a émergé du terrain, il a été négocié par les équipes, porté par les acteurs eux-mêmes. Ça veut dire qu'il y a eu de vraies écoutes, une vraie porosité entre l'écriture initiale et la réalité vivante du plateau. Il faut comprendre ce que ça représente historiquement, parce que le créole a été empêché, interdit à l'école, méprisé, associé à la pauvreté, à l'illettrisme, à tout ce qu'il fallait dépasser pour être considéré comme quelqu'un de sérieux. Donc entendre du créole martiniquais porté par une production Netflix, visible par des millions de gens dans une scène forte entre une mère et son fils, bah, c'est pas un détail anodin. Avant, on nous interdisait de parler le créole. C'est vrai que mes parents m'empêchaient un petit peu de parler le créole. Je peux vous dire, quand je suis en colère. Je n'ai pas l'habitude du monde de parler créole couramment. On pourrait même voir ça comme une forme de prise de position. Le réalisateur guadeloupéen Julien Siloré l'a dit très bien, une langue locale n'empêche en rien l'universalité d'un film. Tourné en créole, on le fait par réalisme, aussi par militantisme, mais c'est parce que ça s'ancre dans le réel. Et c'est exactement cette logique-là que Bandit rejoint. Notre langue est digne d'être entendue à l'échelle mondiale. Comme on l'a dit précédemment, à l'origine du projet, donc il y a Éric Capucine-Rochant, deux hexagonaux, pas du tout habitués à notre territoire. Donc Éric Rochant, c'est le créateur du Bureau des légendes, c'est-à-dire probablement la série française la plus respectée, la plus exportée, la plus prestigieuse des 10 dernières années. Un thriller d'espionnage dense, exigeant, qui a placé la fiction française à un niveau international. Donc techniquement, sur le papier, on a une caution artistique qui est assez énorme. Rochant, il s'est raconté des intrigues complexes, il sait filmer la tension, il sait diriger un casting, donc a priori pas de souci là-dessus. Mais, et c'est un gros mais, c'est un Parisien qui vient poser sa caméra en Martinique pour y raconter une histoire de trafic. Et sa fille, Capucine, co-crée avec lui, mais ça fait deux regards extérieurs sur un territoire qu'ils n'ont pas vécu de l'intérieur. Donc la question légitime que tout Antillais se pose au moment où le projet est annoncé, c'est mais qu'est-ce qu'ils connaissent vraiment de nous en fait? Parce que le Bureau des légendes, alors c'est un univers qu'Éric Rochant il maîtrise. Je veux dire, le renseignement français, la géopolitique, Paris, la DGSE, la politique internationale, il est dedans, il l'a étudié, il l'a documenté pendant des années. Mais la Martinique, les quartiers, les familles antillaises, la langue créole, le rapport au béquet, au système, à l'hexagone, là, on change de dimension, on change de terrain. Et c'est exactement pour ça qu'il faut saluer un choix qui, à mon avis, sauve le projet, s'entourer de Martiniquais sur l'écriture et la réalisation. Il y a au moins deux noms à retenir, Jimmy Laporal-Trésor et Chris Burton. Et sur Chris Burton en particulier, il y a une interview intéressante où il explique pourquoi il a accepté le projet. J'ai été contacté pour être documentaliste et moi j'étais absolument réfractaire parce qu'il y a eu beaucoup de productions qui sont venues en Martinique et qui voulaient à chaque fois tourner ici, se servir d'ici comme des camps, recruter des comédiens locaux mais sans les positionner de manière intéressante. Et donc chaque fois que j'entendais qu'une prod venait ici chercher à faire des choses ici, je faisais... Ma collègue m'appelle et me dit il y a cette prod qui vient de France, je fais ok d'accord. Ils veulent faire une série et ils cherchent des personnes pour faire des interviews parce qu'ils veulent créer des personnages authentiques. Et quand j'ai entendu personnages authentiques, j'ai fait ah, là c'est autre chose par contre. Ok, donc qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Je t'écoute maintenant que tu as dit ça. Il vient en substance qu'il a accepté parce que les Rochants cherchaient vraiment des personnes capables de les introduire au territoire, de nourrir les personnages en authenticité. Il a senti que ce n'était pas une démarche d'extraction. On prend votre décor et ciao, bye bye, c'est fait. Mais vraiment une démarche de documentation, de passage de relais, de permettre à la voix martiniquaise de se faire entendre. Donc mon impression, c'est qu'on a affaire à un projet porté par des Parisiens, mais qui a été sauvé par des Martiniquais, un objet hybride. Et c'est ce caractère hybride qui explique à la fois sa force et sa part d'inachèvement. Mais on va y revenir. Il y a un casting dans la série 100% local, des acteurs amateurs ou inconnus. Plusieurs étaient en train de faire leur début à l'écran.
Et ça change absolument tout. Parce que si on met Omar Sy dans Bandit, c'est plus la même série. Bon, déjà, Omar, il est pas entier, même s'il est talentueux. Le simple fait que ce soit une star parisienne parachutée, ça casse quelque chose. Là, quand tu regardes la série, tu n'as pas d'acteur qui te rappelle une autre série, une pub, un film vu la semaine dernière. Tu as des visages nouveaux, des corps nouveaux, des voix nouvelles. Avant de tourner sur Bandit, j'étais dans le BTP, donc je connaissais rien du milieu du cinéma, je connaissais personne. Moi, c'est sur Casting Sauvage que j'ai été pris, j'étais en formation, tout ça, et il y a une équipe Netflix qui est venue pour chercher des gens. J'y croyais pas du tout, je l'ai fait juste pour le délire et ben c'est passé. Mais j'ai commencé en tant qu'assistante de casting sur le tournage de Bandit. Et on m'a dit, mais tu sais que tu peux passer le casting. Et là, je me suis dit, mais on a le droit. Et c'est passé. À chaque étape, un peu plus. Et au lycée, je suis en spécialité cinéma. Il y a les casteurs de Netflix qui sont venus pour nous informer du coup qu'ils allaient faire une série Netflix en Martinique. Et de fil en aiguille, j'ai participé au casting et me voilà ici. Tu as l'impression d'être dans un lieu réel avec des gens réels. Alors parfois, le jeu, voilà, les phrases tombent un peu à côté. On sent que c'est des acteurs qui apprennent le métier sur le tas. C'est un pari risqué parce que tu peux te planter sur ce jeu-là. Mais quand ça fonctionne, ça te donne une immersion que rien d'autre ne peut donner. Et concernant même le décor et le setting de la série, on sent une vraie volonté de filmer la Martinique comme elle est vécue, pas comme elle est vendue. Il n'y a pas le filtre Instagram vacances aux Antilles, pas la plage de sable blanc avec le cocktail, pas le sourire niais du folklore pour touristes, pas les doudous, voilà. Non, on te parle des quartiers, les maisons en tôle, les intérieurs modestes, les paysages périphériques qu'on voit jamais dans les brochures, les parkings, les petits commerces, les soirées chata. Franchement, tu reconnais des lieux, des ambiances, des codes. Et pour quelqu'un de l'extérieur, ça donne à voir une Martinique qu'on ne lui montre pas très souvent. Et je trouve que c'est d'ailleurs une tradition du cinéma antillais, un cinéma qui se construit contre l'image touristique des îles. Par exemple, Rue Cazenec de Zane Palsy, déjà en 83. Et plus récemment, il y a eu Zion de Nelson Foy, sorti en 2025, qui a été salué pour son réalisme et son tournage intégral en créole guadeloupéen. Donc Bandit s'inscrit dans cette lignée. Ce n'est pas l'aboutissement de cette démarche, mais c'en est le prolongement visible, et en plus sur une plateforme à l'échelle mondiale. Dernier point positif, avant qu'on passe au fond et aux problèmes que j'ai soulevés, c'est un nombre assez énorme de personnages importants, hein, 11 frères et sœurs, rappelons-le, plus les ennemis, la famille élargie, etc. L'intrigue reste pourtant simple et claire. C'était pas évident. Quand tu as autant de personnages en parallèle, tu peux très vite perdre le spectateur, tu peux te retrouver avec un truc labyrinthique où personne ne comprend qui veut quoi et ni comment la résolution arrive. Donc là, non, les fils narratifs se suivent, se croisent, se résolvent. Donc, de mon point de vue, chapeau à l'équipe d'écriture parce que c'est un vrai travail d'horloger et c'est pas évident de retomber sur ses pattes au bout de 8 épisodes. Tu vois. Et au-delà des bons points techniques, il y a des choses que Bandit fait qui m'ont vraiment marqué et qui m'ont interrogé. Ce qui m'a vraiment touché, c'est que la série est le début d'une forme de fresque sociale. Elle essaie en tout cas d'en faire une. Elle dit des choses sans avoir l'air d'y toucher. Elle inscrit la réalité entière dans la fiction, non pas comme un décor, mais comme un véritable sujet. Et ce qu'elle montre, c'est au-delà des impressions, c'est documenté. Donc je vais vous sortir quelques chiffres, parce qu'il faut que vous ayez ça en tête quand on parle de Bandit. Par exemple, la monoparentalité, parce que la série met au centre une famille où la mère tient tout, et sa disparition casse tout. Il n'y a pas de père présent à l'écran pour ce qu'on voit, et c'est tentant de dire l'absence du père, c'est un truc de chez nous. Mais en vrai, c'est trop simple, c'est essentialisant, il faut préciser. En gros, ce que montre l'INSEE, c'est que en Martinique, en 2021 par exemple, plus de la moitié des enfants mineurs vivent avec un seul parent. Précisément, 55% vivent dans une famille monoparentale, 51% vivent avec leur mère dans une famille monoparentale. Et cette configuration est déjà majoritaire avant l'âge de 1 an. À l'échelle de toutes les familles martiniquaises, la part des familles monoparentales atteint 42,8% en 2022. Donc, ce qu'on pourrait dire, c'est que la monoparentalité et la centralité maternelle sont des réalités structurelles en Martinique. On parle de matrifocalité. C'est-à-dire que dans une société patriarcale où l'homme est le chef et le roi de la société, ben, les femmes ont toute la charge mentale, les difficultés. 2 enfants sur 3 grandissent dans une configuration où la mère porte tout. Et Bandit met ça à l'écran sans moraliser, sans pointer du doigt, et montrer quand c'est juste, c'est déjà bien. Ensuite, il y a la précarité qui est montrée dans la série, parce que là aussi, c'est pas une ambiance de film, c'est une réalité qui est chiffrée. Et les chiffres sont rudes. En 2021, 30% de l'ensemble des ménages martiniquais vivent sous le seuil de pauvreté. Pas 10, pas 15, mais 30. Un ménage sur 3.
Et même parmi les ménages qui vivent principalement de revenus d'activité, donc des gens qui bossent, 12% restent pauvres. Ça veut dire que tu travailles et tu es quand même sous le seuil de pauvreté. Pourquoi? Alors là, on attaque le gros morceau, la vie chère, puisque les chiffres de l'autorité de la concurrence pour 2022 montrent que l'écart moyen de prix entre la Martinique et l'Hexagone est de 13,8%. Et sur l'alimentaire, donc ce qu'on achète tous les jours, l'écart va jusqu'à 40%. Un panier qui coûte 100 € à Paris peut coûter 140, 150 € à Fort-de-France, pour des salaires qui, eux, ne suivent pas. Et un dernier chiffre, pour la route, le taux de chômage en Martinique était de 13,5% au quatrième trimestre 2025. Et chez les jeunes de 15 à 29 ans, on est à 37% de chômage. Un jeune actif sur 3 est au chômage en Martinique. Dans ce contexte-là, le système D, c'est une réponse rationnelle à une contrainte structurelle. Quand la série montre des gens qui se débrouillent, qui combinent, qui bricolent pour survivre, voilà, qui font les débrouillards, comme on dit, ben, en fait, elle parle de quelque chose qui est réel. Et puis, il y a l'idée aussi que... c'est assez juste d'ailleurs que chez nous, les enfants sont confrontés très tôt au monde des adultes, à la violence du monde des adultes, à ses compromis, à ses secrets. Quand tu as 55% des mineurs qui vivent avec un seul parent en monoparentalité, dans un contexte où 30% des ménages sont pauvres, tu as forcément des gamins qui grandissent plus vite, qui prennent des responsabilités à 10 ans qu'un gamin parisien prendrait sûrement à 18, qui savent des choses sur l'argent, sur les adultes, sur le sexe, sur la violence, bien avant leur tour. Et Bandi met à l'écran, à travers le personnage de Léo, elle met ça à l'écran sans romantisme, mais avec lucidité. La série évite l'écueil de romantiser la vie de narcotrafiquant. Et c'est rare. Parce que quand tu regardes Narcos, Breaking Bad, une grande partie du cinéma de gang, il y a toujours un moment où le trafiquant devient cool, où il y a le beau costume, la belle voiture, la belle meuf, la musique qui monte, et tu dis ah, quand même, c'est une vie plutôt sympa. Mais dans Bandit, pas du tout. Ou en tout cas, beaucoup moins. On voit très clairement que c'est une activité profondément égoïste qui se fait au détriment de l'entourage immédiat. Kingsley utilise sa propre sœur comme mule. Il la met en danger. Miller fait tabasser son propre frère pour des histoires de business. Il en menace un autre directement chez lui devant sa femme. Il tolère qu'un enfant, son frère, baigne dans les histoires de trafic alors qu'il pourrait et devrait l'en tenir éloigné. Il n'y a pas de glamour là-dedans. Il n'y a pas le business, c'est le business. C'est un gars qui détruit, peut-être sans le vouloir, sa famille, ses proches. Et sur le fait que le sujet soit le trafic, parce que je sais qu'on va y revenir, je veux juste poser un chiffre avant pour qu'on évacue l'idée que ça serait fantasmé. Bah en fait, les trafics, ben malheureusement, ça existe chez nous, hein. En 2025, en Martinique, il y a eu 40 homicides, dont 34 par arme à feu. Il y a eu 35 tonnes de stupéfiants saisis dans la zone. Donc bon, voilà, on ne veut pas faire du Retailleau ou du Zemmour, évidemment, mais le sujet n'est pas inventé, c'est réel. Il y a des trafics dans nos territoires. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on n'essaie pas de faire une sorte de Tony Montana martiniquais. On montre que c'est une vie quand même qui n'est pas facile, pas évidente, et pour ça, respect. Bon, ce qui m'a moins convaincu, bon, alors je vais être honnête parce que le Moicast, c'est pas un compte promo Netflix, j'ai des reproches, et certains sont pas petits. Déjà, je reviens dessus parce que pour moi, c'est pas anodin. Le tout premier gros projet Netflix tourné massivement en Martinique, c'est une série sur les gangs, le trafic de drogue, les règlements de compte. Alors, c'est vrai que ça marche. Je veux bien entendre le contre-argument, hein, je me suis le fait moi-même. Bah, c'est aussi des réalités locales, il ne faut pas ignorer. Je viens de donner des chiffres qui existent, qui sont documentés. Mais quand même, est-ce que c'était cette histoire-là qu'on avait envie de voir comme première carte de visite sur cette plateforme particulière à l'international? Parce qu'il y a un problème de représentation qui est plus large. Quand la première fois qu'on te voit sur la scène mondiale, c'est à travers un récit de drogue et de violence, ça peut construire un imaginaire. Ça peut installer un cadre mental. Peut-être que les millions de gens dans le monde qui découvrent la Martinique par Bandi vont retenir que voilà, c'est pas notre politique, c'est pas Césaire glissant au fanon, c'est pas forcément nos musiques. Non, ils vont retenir que c'est l'île où il y a des gangs, de la coke, des fusillades. C'est pas faux, mais c'est pas tout. Et être systématiquement représenté par nos plaies plutôt que par nos créations, c'est un jeu problème des peuples racisés face à l'industrie coloniale et culturelle dominante. Donc oui, la série est bien faite, mais la question de pourquoi cette histoire en premier reste entière. Ensuite, un autre point noir qui aussi est politique, hein, parce que moi je suis le mec relou qui politise tout, c'est que la série aborde les mères seules, la précarité, la dureté du quotidien, ok,
Elle le montre. Les chiffres qu'on a vus tout à l'heure ne mentent pas. Ces réalités sont là à l'écran. Mais où est le système dans tout ça? Parce que nos galères antillaises, elles tombent pas du ciel. Elles ont une cause, elles ont une histoire, et cette histoire, il faut en parler. Si on veut faire une fresque sociale, il faut en parler. On aurait pu voir comment la vie chère impacte la famille au moment de faire les courses pour une famille de 11. On pourrait parler des mouvements sociaux et comment la fleur se positionne face à ça. On pourrait aborder le chômage des jeunes, en montrant par exemple Kingsley ou Kylian chercher d'abord un boulot légal, puis face au refus, tomber vers l'illégal. Si tu veux parler du social, va jusqu'au bout. Ça nous intéresse réellement. Et puis, il y a l'éléphant dans la pièce, les béquets. Alors, les amis, parlons des béquets, puisque c'est le point sensible. La recherche en sciences sociales emploie l'expression de minorité dominante pour les désigner. Après l'abolition en 1848, les anciens esclaves deviennent des salariés, mais les béquets restent les maîtres de l'économie. Le clivage racial est omniprésent. En 1960, voilà ce que déclarait un parent de Bernard Ayotte devant les caméras de l'ORTF. Monsieur Ayotte est un béquet. C'est facile à mener les ouvriers noirs? Oui, le noir c'est comme un enfant, il faut être juste, on en obtient ce qu'on veut. On rappelle qu'au tournant des années 2008-2009, donc à l'époque de la grève de 2009, du LKP, le grand mouvement contre la vie chère, le groupe des béquets représentait environ 1% de la population, tout en concentrant plus de 50% des richesses. Oui, 50% des richesses. Et ce n'est pas juste une perception militante. Fin 2024, Le Monde rapportait qu'environ 80% des surfaces de vente locales en Martinique sont contrôlées par des groupes dirigés par des familles béquets. On connaît les noms. 4 supermarchés sur 5 dans un territoire où la vie chère est un scandale structurel, où l'alimentaire est 40% plus cher qu'à Paris. Faites le lien. Et maintenant, revenons à la série. Dans Bandit, comment est-ce qu'on montre la réalité de la position dominante des béquets? Il y a un personnage, Alex Croquet, le béquet raciste, qui tue un chien dans une piscine, qui contrôle les flics, qui agit comme le petit roi local. Sur moi, ils vont pas débarquer ici aussi, j'espère. Tu te doutes que ça va pas marcher? Quoi? Ton plan. Je les connais, les familles de Sansu, je me les tape toute la journée. C'est pas de ta faute, t'as été élevé comme ça ou ça va rien faire d'autre. Ce sera pas ici, Kylian. Pas chez les miens. Trouve-toi une autre Lily, champion. Allez, dégage. Va voler un scooter plutôt. Et c'est là que je vais être très précis. En faisant de Croquet le représentant de la question béquet, la série utilise ce que j'appellerais le syndrome de la brebis galeuse. C'est-à-dire qu'on pointe un méchant béquet individuellement, caricatural, et du coup on évacue la question du système béquet en tant que structure historique. Parce que le problème, c'est pas qu'il existe des béquets individuellement, c'est un problème, et qu'ils soient individuellement racistes. Le problème, c'est qu'il existe une classe héritière directe des propriétaires d'habitations esclavagistes qui ont conservé un pouvoir économique disproportionné pendant près de 2 siècles après l'abolition, sans jamais avoir été inquiétés, sans jamais avoir rendu des comptes, sans réparation. C'est structurel, c'est pas uniquement moral. C'est pas il y a des bons béquets, des mauvais béquets. Il y a une position sociale héritée qui pose un problème démocratique de fond avec des données économiques qui sont mesurables, qui ont été mesurées par nos députés, par des associations, etc. Et Croquet, en étant caricatural, permet aux spectateurs de ranger ça dans la case méchante fiction plutôt que dans la case réalité sociologique à interroger. Tu te dis, c'est un vilain personnage, et hop, on passe à autre chose, voilà, blablabla. Et donc, ma vraie question pour le spectateur extérieur, par exemple, un Argentin, un Nigérian, un Portugais qui découvre la Martinique par cette série, est-ce qu'il comprend vraiment pourquoi être béquet en Martinique, c'est une position de domination toute particulière? Est-ce qu'il capte les 300, 400 ans d'histoire derrière? La traite, l'esclavage, le code noir, l'abolition sans réparation, la persistance des mêmes familles, etc. Est-ce qu'il comprend ça? Je pense pas. Je pense, c'est mon avis, que pour un viewer lambda qui ne connaît pas la Martinique, Croquet, c'est juste le méchant riche raciste, un archétype générique qu'on retrouve dans plein de séries. Et la spécificité martiniquaise du problème se perd complètement.
Bon, sinon, il y a des points un peu plus légers, donc sur la crédibilité narrative. Juste, les amis, comment dans une île aussi petite que la Martinique, où tout le monde se connaît plus ou moins, où les gens sont tous liés plus ou moins de manière familiale ou autre, un gamin de 16 ans qui se cache jamais vraiment et tout, bah, comment il fait pour diriger un réseau de trafic de drogue sur l'île et que personne ne sache qui il est? Les voisins ne savent pas, personne au quartier. Non, mais c'est vraiment un point qui m'a un peu choqué parce que la Martinique, c'est quoi? C'est 350 000 habitants, c'est grand, mais pas, voilà. L'anonymat n'existe quasiment pas. Normalement, les gens sauraient qui est Milord. Et en dernier point, il y a des moments où le français utilisé sonne un peu scolaire, un peu plat, un français de téléfilm, là où on aurait voulu entendre de la vraie parole plus vivante, plus concrète, plus réelle. Et souvent, ces passages-là auraient gagné, je pense, à être dits en créole, ou à tout le moins dans un français antillais parlé, avec nos intonations, nos tournures, nos créolismes. Parce que chez nous, même quand on parle français, on ne parle pas comme à Paris. Il y a une musicalité, des expressions, un rythme, une manière de parler. Certaines scènes auraient gagné, en vérité, à assumer ça complètement. C'est d'autant plus frustrant que, comme on l'a dit, d'autres scènes le font très bien. Donc, c'est pas un manque de capacité, c'est sûrement un choix. Là, on le fait, là, on le fait pas. Bon, après, moi, j'étais pas derrière. Donc. Mais avant de conclure, je veux qu'on prenne un peu de hauteur parce que Bandit n'arrive pas dans un vide culturel. Il y a un avant, et c'est important, je trouve, de situer cette série dans une lignée plutôt que de la prendre comme un événement isolé. Donc, si vous avez aimé Bandit, ou même si vous ne l'avez pas aimé et que vous voulez creuser ces thématiques, je vous présente quelques œuvres. Pour la profondeur historique, il y a le monument rue Cazenègre de Zane Palsy en 83, donc un récit initiatique dans la Martinique coloniale, traversé par la canne, l'école, la pauvreté, la violence de classe. Et pour le contemporain, il y a 3 films à voir absolument. Neg Marron de Jean-Claude Barny, qui suivait déjà 2 jeunes du milieu familial et social disloqué, littéralement l'ancêtre thématique de Bandit. En long métrage, il y a Zion de Nelson Foy, qui est sorti en 2025. Preuve qu'on peut aller encore plus loin dans la radicalité. Il y a Le Gang des Antillais aussi, autre film de Barny, qui relie cette fois le crime et à l'histoire du Bumidum, du racisme en hexagone et des impasses sociales de l'après-colonie. Dans celui-là, c'est presque la pièce manquante de Bandit. Il nomme les causes historiques que la série n'ose pas forcément nommer. Il y a aussi la série Wish, West Indies Studio History, une narration plutôt telenovela, et dans ma bouche, c'est pas du tout négatif, qui traverse l'histoire musicale des Antilles avec des très nombreux caméos de géants de la musique antillaise. Maintenant, la vraie question, celle qui me taraude depuis que j'ai fini la série, c'est qu'est-ce qu'on construit après? Parce qu'on a ouvert une porte avec du trafic et du crime. On a vu qu'il y a eu d'autres choses avant quand même. Il y a aussi le film Fanon, on en a parlé, sur France Fanon, qui a été sorti l'année dernière. Donc maintenant, est-ce qu'on va avoir droit à une série sur nos luttes sociales, hein, par exemple, une série se déroulant pendant la grève de 2009, les 44 jours de grève du LKP, une série sur nos intellectuels, nos écrivains, nos figures politiques, Césaire, Glissant, Gertier Archimède, Paulette Nardal, ou voilà, une série sur le chlordécone, une série à la Erin Brockovich d'investigation sur le plus grand scandale sanitaire français de l'après-guerre, qui pourrit nos terres et nos corps depuis 30 ans et pour environ 700 ans. Une série de science-fiction, de fantasy ancrée dans nos mythologies, avec des Soukounian, des Dorlis. Une comédie tout simplement, parce qu'on a le droit aussi de rigoler. Des histoires d'amour, des drames familiaux, un récit d'ambition plus positif. Parce que des histoires antillaises à raconter, bah, on en a des tas en fait. Elles ne parlent pas toutes de trafic de drogue et de violence. Et ça serait dommage maintenant que la brèche est ouverte, qu'on se cantonne à ce seul registre-là. Donc Bandit, c'est une magnifique première pierre. Il faut maintenant que des producteurs, des scénaristes, des réalisateurs antillais prennent cette brèche et la remplissent avec toute la diversité de ce qu'on est. Du coup, moi je vous pose la question, est-ce que vous avez vu Bandit? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous trouvez que la série a bien représenté la Martinique? Ou est-ce que vous êtes resté sur votre faim? Est-ce que le choix du sujet vous a dérangé? Et surtout, quelle série antillaise vous aimeriez voir la prochaine fois? Quelle histoire de chez nous mérite, selon vous, d'être portée à l'international? Donc, dites-moi ça en commentaire, on va en débattre. Et si vous voulez qu'on prolonge la discussion, on se retrouve sur mon live Twitch, quasiment tous les jours en live. On pourra même discuter épisode par épisode. Donc, abonnez-vous, likez, partagez, vous connaissez la chanson. Allez, à très vite pour une prochaine vidéo.